Bienvenue, Monsieur Claude Sarrazin de CIRCO. C'est un plaisir de vous accueillir au comité consultatif sur la réalité policière. On a reçu au préalable, évidemment, votre mémoire qui a été distribuée aux membres du comité consultatif. Ils en ont pris connaissance, évidemment. Moi, c'est Bernard Sévigné. Je suis coordonnateur du comité. Je vais animer cette rencontre-là. Alors, je vous présente rapidement mes collègues, Mme Nicole Gibault, il y a M. Alexandre Matte Bonjour. et M. Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Il y a également Mme Marlene Jennings qui malheureusement est absente pour cette rencontre, qui est aussi membre du comité consultatif. Alors, la façon dont on va procéder, M. Sarrazin, vous avez une dizaine de minutes pour nous présenter les points saillants de votre mémoire. Lorsqu'il va rester environ une minute, je vous le ferai savoir au besoin. Et après ça, on va s'engager dans une période d'échange de questions d'une vingtaine de minutes. Donc, voilà pour les consignes. Tout ça vous convient? Ça va? Ça me va parfaitement. Bon, alors, la parole est à vous, M. Sarrazin. On vous écoute. Excellent. Bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité de partager aujourd'hui avec vous sur un sujet qui me passionne depuis maintenant 35 ans et qui m'a permis de côtoyer, tant ici au Québec qu'au Canada qu'à l'étranger, un très grand nombre de professionnels, tant du domaine public que du domaine privé. Et ça fait très longtemps que pour moi, il est indéniable qu'il doit y avoir une croisée des chemins entre les enquêtes privées et les enquêtes publiques, les services d'enquête publique, spécifiquement les organisations policières. Et, chose importante à peut-être mentionner dès le départ, c'est que je ne suis pas un théoricien. Je suis un gars de terrain. Je travaille encore à ce jour dans des dossiers d'enquête sur le terrain. Je travaille en collaboration avec des organisations policières de façon quasi quotidienne. Et je veux vraiment partager ça avec vous. Mes conseillers ne seraient pas nécessairement d'accord, mais j'ai réécrit ma présentation. Alors donc, je vais y aller comme ça. Tout n'est pas enquête policière, mais un nombre important d'enquêtes peuvent découler ou devenir des dossiers, ce qu'on appelle police. La transformation du monde interlope a apporté un développement latéral de la criminalité et une mondialisation de leurs activités. On peut le voir notamment en matière de crimes technologiques. On peut le voir en matière de fraude. On peut le voir en matière de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle rapporte au monde interlope plusieurs milliards de dollars par année, incluant ici au Québec. Et on a vu aussi un changement du côté des organisations privées, des entreprises privées, des organismes, les ministères, les gouvernements, qui forcent ceux-ci à réagir face à de nombreuses menaces qui, souvent, autrefois, étaient du ressort strictement public. On peut prendre comme exemple pour ça, notamment CANAF, tout ce qui est la réglementation sur le blanchiment d'argent, où est-ce qu'on implique des organisations privées, où on responsabilise des organisations privées face à la protection de l'État vis-à-vis le transfert de fonds de façon non autorisée. De la même façon, on va se retrouver dans un contexte où, par exemple, dans le cadre des entreprises qui font de la sécurité de l'information, on va leur demander de prendre une responsabilité face à ça, principalement au niveau fédéral, bien entendu. Donc, il y a un impact là-dessus et on a ouvert la cour quand même. Au point de vue de la sécurité privée, il faut comprendre qu'il y a eu une évolution. On est environ 1861 enquêteurs ici présents au Québec qui sont licenciés. On a une structure de réglementation qui a été mise en place maintenant depuis 2010 qui s'appelle le Bureau de la sécurité privée. On a de la formation au niveau collégial, on a de la formation universitaire maintenant qui est disponible et on a un bon nombre de retraités qu'on est allé chercher pour une deuxième carrière, comme vous le savez sans doute tous.
Fait que donc, nos rangs sont quand même assez importants. Là où il y a une distinction importante par rapport au secteur policier, c'est qu'on exerce dans plusieurs sphères de façon simultanée. Donc, je m'explique, on va faire de l'enquête en matière criminelle, mais on va faire de l'enquête en matière pénale, on va faire de l'enquête en matière administrative, on va faire de l'enquête en matière de droit du travail, en matière des lois fédérales. On va faire des enquêtes dans une multitude d'environnements qui sont tous réglementés et dont la preuve principalement va être réglementée possiblement de façon différente. Mais globalement, ce qu'on peut retenir de ça, et c'est toujours la règle que j'essaie de transmettre aux gens avec qui travaillent avec moi, c'est que trop fort casse pas. Fait qu'on y va toujours pour le plus haut standard. Et je vous rappelle ce que je disais d'emblée en entrée, c'est que souvent, nos dossiers vont évoluer. On va débuter un dossier. Et c'est là le croisement, comme je vous disais, au point de vue du public et du privé, et l'évolution de la criminalité. Autrefois, les groupes criminels organisés se concentraient dans un secteur d'activité, puis restaient pas mal de façon historique dans ces secteurs d'activité-là. Touchaient à différentes choses, bon, faisaient du blanchiment d'argent, ça, c'était standard. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on va voir des groupes criminalisés qui vont traverser dans d'autres types de criminalité. Fait qu'il n'est pas rare que je vais avoir un sujet qui est sous enquête pour une fraude, pour une malversation dans une organisation, pour tout autre problème, et fraude qui n'est pas nécessairement traitée de façon criminelle. Fraude, je l'entends au sens du dol, au point de vue du Code civil. Fait que donc, on est vraiment dans un contexte comme ça. Et là, on se rend compte que la personne va être enquêtée pour un crime violent. Par exemple, une tentative de meurtre, un meurtre peut être enquêté par une organisation policière pour d'autres faits. Et là, il va y avoir un croisement. Et là, tout dépendant à qui on a affaire dans l'organisation policière, bien, on va pouvoir ou non partager les zones de travail sur ces sujets-là. C'est sûr que l'objectif premier de notre rôle, c'est de ne pas nuire à l'enquête policière. Et surtout quand c'est mêlé dans un crime grave, comme le trafic de stupéfiants ou une tentative de meurtre. Mais par contre, un n'empêche pas l'autre. Il y a moyen de collaborer ensemble et on l'a fait de nombreuses fois. Ce qui peut être surprenant, c'est de voir jusqu'à quel point on a une capacité de dépasser les frontières. J'ai eu l'opportunité de travailler, d'effectuer des enquêtes à l'étranger. J'ai fait des enquêtes pour les Nations unies. Et à l'étranger, on se rend compte que cette collaboration-là est beaucoup plus aisée et beaucoup plus facile. Ici, d'un endroit à l'autre, c'est du cas par cas, parce que chacun est maître de son dossier. Fait que je vais arriver dans un cas et on va intervenir et dans un certain contexte, je vais avoir une pleine collaboration et ça, je vous amènerai des exemples tout à l'heure, notamment le projet Néon, dans des cas spécifiques, où on va avoir une pleine collaboration. Dans d'autres, on va refuser même d'accepter les éléments de preuve qu'on a entre les mains. Et ça, pour moi, ça déconsidère la justice et ça déconsidère l'État. Parce qu'on ne cède pas à s'entraider. On a réussi, et j'ai toujours cru, depuis 20 ans maintenant, on partage de notre unité de renseignement avec certaines organisations policières. Fait que donc, ces informations-là sont échangées de façon courante dans un contexte qui est très particulier, sans rentrer dans le détail des dossiers spécifiques, mais on fournit de l'information. Et ça a permis d'arrêter, d'effectuer des arrestations du côté policier, sans qu'on soit directement impliqué dans le dossier. Mais cette information-là qu'on possède, pour moi, c'est essentiel qu'elle se retrouve entre les mains des organisations policières. Donc, les secteurs, pour moi, d'activité qui sont les plus importants et sur lesquels on peut regarder, c'est au point de vue, bien entendu, de la criminalité qui cible les organisations et également les entreprises privées. Parce que c'est là qu'on est appelé à répondre à des besoins spécifiques. C'est souvent au point de vue en utilisant des spécialistes qui se font quand même relativement rares dans les organisations policières.
Fait que je parle de jury comptable, spécialiste en forensique informatique, en intelligence informatique, en renseignement de façon spécifique sur les systèmes, le open source, bon, etc., etc. Fait que donc, ça, on va avoir un besoin qui est souvent immédiat. On a une capacité, une certaine agilité au point de vue de la réponse à ces besoins-là pour les organisations. Et donc, ça nous facilite un peu le travail. Il y a des secteurs, par exemple, les crimes contre la propriété, la fraude, les délits informatiques, qui sont des secteurs qui sont pour nous des secteurs, justement, puis on l'a vu pendant la pandémie, où est-ce qu'il y a de la demande. Et je reçois des appels d'organisations policières qui veulent de l'assistance dans certains dossiers parce que les délais sont trop longs. Pour vous donner une idée, Encore une minute, M. Sarrazin. Oui, OK. Bon, il y a énormément de travail à faire là-dedans, mais je pense qu'il y a moyen de le faire de façon intelligente. Un des exemples, et vous l'avez dans le mémoire, c'est l'exemple suisse, où certaines organisations privées détiennent également un pouvoir d'agent de la paix. Donc, ils peuvent faire des représentations devant les juges et, comme ici, on peut le faire également, mais c'est beaucoup plus complexe. Pour terminer, pour vous donner une idée, dans Stockage, quand j'ai fait des demandes d'intenter des procédures, organisation autre n'existe pas. On m'identifie comme un membre de la Sûreté du Québec parce qu'à l'époque, la Sûreté du Québec était l'émetteur des permis d'agent d'investigation. Bon, bien écoutez, la table est mise. Alors, Oui. Mme Nicole Gibault va commencer la période de questions. Mme Gibault, c'est à vous. Vous venez me chercher au niveau judiciaire, M. Sarrazin. Vous venez me chercher au cœur. Vous avez dit un terme important. On va refuser certains éléments de preuve. La question est, est-ce qu'on vous le dit pourquoi? Est-ce qu'on vous donne la raison? Ou on fait juste dire non, merci? Moi je veux comprendre pourquoi. C'est quoi, là? Bien, vous voyez, je peux vous donner un exemple tangible de ça. Nous, on a fait une enquête sur des vols de marchandises pour un de nos clients. C'est un dossier qu'on a fait conjointement avec la Sûreté du Québec. Ce qui se passe généralement très, très bien. Eux, dans leur cas, nous, on estimait notre quantum pour ce dossier-là, c'était à peu près 200 000 $. Eux, quand ils ont déposé les accusations, c'est le DPCP, semble-t-il, selon ce qu'ils m'ont dit, qui a refusé les éléments de preuve. Dans ce cas-ci, j'avais de la difficulté, et c'est une des difficultés, c'est que je ne parle pas directement au DPCP, je parle par l'entremise de l'organisation policière. J'aurais aimé soumettre au DPCP que, regarde, mes agents vont témoigner et on a de la preuve vidéo là-dedans. Fait que le quantum auquel on arrive, on l'a basé sur de la preuve vidéo, ce qui est assez rare quand même, c'est assez solide. Fait que ça fait une grosse différence accuser quelqu'un d'un vol de 200 000 et 5 000 et moins. En bas de 5 000. Ben oui, c'est ça. Mais de façon complémentaire, alors, c'est pas les policiers, c'est pas récurrent de dire non, c'est vraiment parce qu'ils ont vérifié que le DPCP, puis Dieu sait si eux autres ne sont pas bavards d'informations, j'imagine non plus. Mais ça, on l'entend un peu partout au niveau de la communication, mais ils ne sont pas obligés, là, pour aucune considération. Exact. Mais c'est beaucoup plus le DPCP dans un cas comme vous me donnez. Mais moi, je veux savoir si vous avez des obstacles au niveau de la police. Parce que si vous avez de l'information pertinente, ça c'est un exemple, mais là je comprends que le DPCP, on ne peut pas, on sait pas. Mais un exemple pertinent que la police, pour je ne sais pas quoi, refuse un élément de preuve, même pas de le regarder avec vous. Non, je vous dirais qu'on va émettre des barrières. Fait que donc, et on l'a fait très récemment dans un cas où est-ce qu'on sait qu'on a des éléments de preuve pertinents dans un dossier, mais on ne peut pas, pour diverses raisons, là, ça serait complexe peut-être de rentrer là-dedans, suite à des ordonnances. En matière d'ordonnance civile, on ne peut pas communiquer l'information à la police. Toutefois, eux savent qu'on est en possession de cette information-là et il y a un échange quand même qui se fait. Je vous dirais que oui, ça s'est produit où est-ce on refusait, bon, pour différentes raisons, là, d'aller de l'avant avec des projets d'enquête au point de vue d'organisation policière. Mais les grandes organisations au Québec aujourd'hui, je vous dirais que ce n'est plus nécessairement le cas.
on a de moins en moins cette résistance-là. Mais on m'a fait part que pour certaines agences, c'est plus difficile d'arriver avec ça. Merci. Monsieur Côté. Bon, vous avez dit quand même plusieurs choses, M. Sarrazin. À un moment donné, vous avez parlé de notre unité de renseignement. Vous avez parlé aussi d'intelligence artificielle, vous avez parlé d'enquête criminelle. Mais au départ, là, le statut de vos gens, c'est quoi? Des enquêteurs privés. OK. Qui ont le statut d'agence privée, enquêteur privé. Exact. Tout à fait. Puis que vous êtes régi par le bureau c'est-à-dire le code d'éthique du bureau de sécurité privée, c'est ça? Oui, entre autres, parce que c'est sûr que tout dépendant pour qui on travaille. Je mentionnais tout à l'heure, on a travaillé pour les Nations unies. Là, à ce moment-là, on est en vertu des lois sur les Nations unies. Si on travaille pour le gouvernement fédéral, tout dépendant pour qui, bien là, à ce moment-là, on est sous l'égide des lois fédérales. Fait que donc, on peut avoir des statuts particuliers à ce moment-là. Fait que ça peut varier. Et comme si on travaille pour des organisations policières, là, à ce moment-là, on peut devenir l'extension des devoirs de l'organisation policière, même si on n'a pas un statut de policier. Donc, ça peut devenir mêlant des fois. Oui, ça peut devenir mêlant des fois. Partons un exemple. Tout à l'heure, la Sûreté du Québec a annoncé qu'il avait arrêté 3 individus pour le vol des données personnelles du corps enseignant. Oui. Vous savez, ça avait fait la manchette de quoi, 7, 8 mois, 10 mois, 1 an. Bon. Là, qu'est-ce que vous auriez pu faire avec eux, avec votre unité de renseignement, votre intelligence artificielle, puis vous dites que vous faites des enquêtes criminelles? Si vous aviez été partner, je ne sais pas si vous l'étiez, peut-être que vous l'étiez, mais qu'est-ce que vous auriez pu faire avec eux dans le cadre À ce moment-là, nous, il y a différents outils qu'on peut utiliser. Un, l'infiltration. Et on l'a fait à plusieurs reprises. Là. Des dossiers de cette nature-là, on en a fait conjointement avec le SPVM, avec la Sûreté du Québec, avec des services d'enquête à l'étranger également. Fait que donc, on fait de l'infiltration virtuelle. Après ça, on va faire de l'infiltration physique, le cas échéant. On va faire de l'analyse de données, de la récupération de données. On va faire à travers les différents outils qui sont à notre portée. Là, tout dépendant avec qui on travaille, bien, il y a différents types d'ordonnances qu'on peut obtenir. Bon, on ne peut plus obtenir aujourd'hui de mandat de perquisition. Par contre, il est à notre portée d'obtenir un Norwich. Fait que donc, à ce moment-là, nous, on prépare un dossier, le procureur le porte devant le juge et demande une autorisation de type Norwich qui nous permet d'obtenir les informations confidentielles d'un fournisseur de services, par exemple. Et là, à partir de ce moment-là, nous, on peut procéder. À partir de ces informations-là, on va faire d'autres analyses. Ça va nous amener un petit peu plus loin. Mais c'est des dossiers, je vous dirais, qu'on fait quand même assez couramment. Et parfois, on va le transférer sur le terrain parce qu'on veut physiquement identifier la personne qui a les données entre les mains. Puis par la suite, bien, ça va être les mêmes méthodes d'enquête. Donc, ça va être la filature. Souvent, on va partager la filature avec l'organisation policière qui est impliquée au dossier ou pas. Ça va être un échange d'informations. Donc, il y a un contrat qui est signé, le mandat est clair, les ressources affectées au dossier sont nommées, l'enquête de sécurité qui est faite sur ces gens-là, et vous livrez là-dessus en partenariat. Exact. OK. Ça va? Monsieur Matt. Oui, merci. Dans votre mémoire, vous parlez de la possibilité pour rehausser la confiance du public, que ce soit la sécurité privée qui relève les plaintes de fraude et d'effraction et vol dans les résidences. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, ben c'est parce que on constate qu'il y a une certaine, et une des évolutions qui m'a inquiété à un moment donné, c'était de voir un petit peu en Grande-Bretagne notamment, où est-ce qu'il y avait un désengagement des organisations policières au point de vue des vols par effraction, puis ce genre de situation-là. Je pense que les gens, de pouvoir être rencontrés par quelqu'un, plutôt que de déposer sur un portail web une plainte, encore là, ça dépend des gens, ça peut être une option supplémentaire qui peut permettre aux gens d'être rencontrés par un enquêteur qui va leur poser des questions, qui va composer et qui va pouvoir leur faire des recommandations. Un peu ce qui se faisait autrefois. Je comprends qu'aujourd'hui, le volume d'appels dans les organisations policières rend ça à peu près impossible. Sauf qu'il y a moyen de le faire au privé avec des gens qui ont de la formation et qui vont être capables de répondre aux questions de la victime et
je trouve que c'est malheureux un peu pour les victimes là-dedans. Je trouvais que c'était un endroit qui était intéressant où est-ce qu'on peut être appelé à faire une différence puis à appuyer les organisations. Par contre, et là, Mme Gibault pourra enchérir, mais vous allez faire partie de la preuve et puis du reste de l'enquête qui va être fait par les corps de police. C'est ça, oui? Oui, absolument. Absolument. Écoutez, dans l'industrie, là, et je n'ai pas réussi à avoir des chiffres précis parce que ça n'existe pas, mais on témoigne dans des milliers de dossiers annuellement. Là. Et ce n'est pas différent de plusieurs autres dossiers qu'on fait. Donc, on rencontre le plaignant et on fait la déclaration selon les normes de l'organisation policière du territoire sur lequel on se trouve. Et à partir de ce moment-là, on peut alléger le fardeau de l'organisation policière et faciliter le travail. Et souvent, ces gens-là qui ont quand même une formation universitaire sont capables de fider ça dans justement des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être capables, après ça, de tirer des données et les transmettre aux organisations policières pour rendre plus efficaces les patrouilles de prévention puis d'autres exercices en matière de prévention. Là. Mais ça, on pourrait en parler pendant très, très longtemps. Là. Si je comprends bien, puis je veux faire un parallèle, la sécurité dans les magasins. Donc, l'agent de sécurité du magasin va procéder à l'interception de la personne, va prendre les versions, tout ça, puis il va remettre ça au policier par la suite. C'est un peu la même chose. Un peu dans le même esprit, oui. OK, merci. Ça va? Moi, j'ai une question, M. Sarrazin, en deux volets. Le premier volet, vous parlez de partage de responsabilités, de reconnaissance, parce que vous dites que vous êtes des auxiliaires de justice, les enquêteurs privés, et en même temps, vous êtes sur le CA du BSP. Est-ce que ce que vous prônez, dans le fond, c'est une réforme en quelque sorte de la LSP puis du BSP, dire bien, il faudrait remanier de façon à intégrer le partage de responsabilités, les exigences réglementaires, etc., etc. Ce que vous nous dites, dans le fond, c'est que ça prend une rénovation pour mieux reconnaître les enquêteurs privés, c'est ça qu'il faut comprendre? Pour mieux reconnaître et les rendre, pouvoir les rendre utilisables plus facilement par les organisations policières. Ultimement, l'État a une foule de personnes qui sont disponibles, qui ont de l'expérience, qui ont souvent un vécu déjà policier, qui sont efficaces et qui sont capables et qui sont redevables de leurs actes aussi. Ça, c'est très important. On est redevable de nos actes. Donc, à partir de ce moment-là, oui, effectivement, je pense qu'on devient un atout pour l'État et pour les organisations policières. En même temps, à essayer de découper le rôle des uns et des autres, parce que, bon, vous l'évoquez en fraude, crime contre la propriété, support aux enquêtes, vol d'identité, etc., etc. Puis vous le dites vous-même, vous dites en Grande-Bretagne, c'est des agents qui interviennent pour chercher des dépositions, des crimes contre la propriété. C'est pas un peu cultiver la confusion des gens? Comment on peut se retrouver là-dedans pour le citoyen, pour la confiance? Parce qu'un policier, c'est un policier, un agent de sécurité, c'est un agent de sécurité. On risque pas de nourrir davantage la confusion pour le citoyen. Là, je me mets dans la peau du citoyen. Je pense que les gens sont conscients qu'il existe des organisations qui sont parallèles. Écoutez, quand j'interviens dans des dossiers comme diligence, où j'ai témoigné pour la couronne, je ne pense pas qu'il y a personne dans la salle qui est surpris ou qui se méprend que je suis un agent d'une organisation policière. Je pense qu'il y a moyen de faire une distinction. Je crois que l'agent qui se présente dans une résidence où il y a eu une introduction par effraction s'identifie. Il n'est pas un agent de la paix. Et ça, c'est clair, net et précis. Donc, à partir de ce moment-là, les rôles et responsabilités de chacun. Sauf qu'on ne peut pas se retrouver à transférer les dizaines de milliers de dossiers annuellement en matière de fraude nécessairement devant les tribunaux en matière criminelle ou en matière pénale. Mais par contre, il y a une justice qui existe aussi en matière civile, qui est là. Il y a des juges qui sont là pour trancher. Ce n'est pas les mêmes règles de preuve. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'effectuer ces tâches-là. Et il n'y a personne qui ne m'a jamais pris pour un policier.
Même quand on faisait des opérations pour des organisations policières concernant les plantations de drogue ou les laboratoires clandestins, on en a fait. Fait que pourtant, c'était clair, on était clairement identifiés. Il y a moyen de faire ces choses-là. Il y a moyen d'arriver puis d'arrimer les organisations pour qu'on puisse travailler chacun ensemble, mais de façon parallèle, mais de façon efficace et pas venir se marcher sur les pieds. Et c'est sûr que toute l'accessibilité à l'information devient un enjeu qui est essentiel. Okay. Toi, vous l'évoquez, le partage, c'est pas two ways, c'est one way. Madame Gibault. Oui, rebonjour. Juste pour que je comprenne, quand vous présentez une ordonnance, enfin, vous présentez une demande en vertu de Norwich, évidemment, c'est vous qui donnez ou c'est le policier? Parce que la façon dont vous le présentez, parce que je veux dire, qui va aller témoigner sur quoi s'il y a lieu? Parce qu'évidemment, ça va être en privé, là, on ne veut pas alerter les gens à la base pour qu'ils continuent à fournir l'information, mais c'est très. Il y a des arrêts tout à fait reconnus là, sur les types d'ordonnances Norwich qui ont fonctionné à merveille. La fraude, la cybercriminalité, c'est incroyable. Là. Alors, c'est qui commence quoi? C'est-tu l'œuf ou la poule? Comment vous. Moi, je ne l'ai jamais eu devant moi. C'est pour ça que je suis. Ça dépend. En toute humilité, là, je connais l'ordonnance Norwich, mais je ne l'ai pas eu devant moi. Ça dépend, on est dans quel contexte puis comment qu'on le fait. Moi, vous donner un exemple. Un dossier qu'on a fait avec la SECFO, où on a travaillé sur un fraudeur d'à peu près, il avait fait pour 1,2 million de victimes. Donc, on a commencé notre enquête. Nous, à ce moment-là, on ne sait pas qu'il y a une enquête policière en simultané. On vise les mêmes faits, les mêmes allégations, la même personne, on est à la même place. J'ai été rencontrer les gens du BRE qui s'occupaient du dossier et j'ai discuté avec eux autres. Je leur ai présenté ce que j'avais. Je leur ai dit qui était mon mandant et je leur ai dit, regardez, moi, je peux faire mon enquête parallèlement à la vôtre. Fait que donc, ce qui a été initié dans ce dossier-là, c'est qu'on a déterminé qu'il y avait des éléments de preuve à relever. Eux n'étaient pas prêts parce qu'ils n'avaient pas fait le tour de l'ensemble de leurs victimes. Fait que donc, nous, on a initié notre enquête en suivant certaines règles. Fait que donc, on avait découpé nos espaces respectifs. Et il était clair que même si je pouvais interroger la personne, je ne l'amenais pas nécessairement jusqu'à une admission. Fait que donc, je pouvais poser mes questions qui étaient relatives aux faits qui me concernaient et on limitait ça à ça. Parfait, aucun problème. Fait que donc, on a procédé. Là-dedans, on avait besoin de certaines données au point de vue des appareils cellulaires, notamment. Fait que donc, on a obtenu un Norwich et c'est nous qui l'avons obtenu, mais toujours en dévoilant l'information, comme quoi nous, on va faire une demande à l'organisation policière et eux, à ce moment-là, on les avisait. À partir de ce moment-là, là, on leur faisait un rapport, tout simplement, une déclaration, si on veut, que les items qu'on a obtenus en vertu de telle ordonnance vont être détenus par telle personne à tel endroit physiquement pour faciliter leur travail. La chaîne de Après ça, eux se munissent d'un mandat de perquisition, un mandat de collaboration, viennent le chercher chez nous et là, l'ordonnance, parce que l'ordonnance ne prévoit pas que l'information ne peut pas être saisie par la police. Là. Fait que ça, on est dans un autre endroit. Puis les conditions aussi pour l'obtention de l'ordonnance permettent en matière criminelle à l'utiliser. Parce que c'est toujours ça qui est la problématique. Et vous seriez surprise, mais il y a un avocat récemment qui nous reprochait d'avoir, dans le cadre d'une entrevue KGB que mes agents faisaient, d'avoir donné la mise en garde en matière criminelle à cette personne-là. Et il disait que ça s'associait à de l'intimidation parce qu'on lui donne une mise en garde. Pour moi, ça me fascine. Mais on fait ça pour une raison très simple. Il est sur la limite entre un acte criminel et une problématique de relation de travail. Est-ce que c'est un vol qu'il a fait? C'est un emprunt? Fait que donc, mes enquêteurs ne prendront pas la chance de déterminer à savoir qu'est-ce qu'il y en est. On va y aller tout de suite au niveau supérieur. On fait la mise en garde, on fait un KGB. À partir de ce moment-là, il n'y a personne qui peut se tromper. Là. C'est bon. Monsieur Matt.
Oui, M. Sarrazin, tout à l'heure, vous avez mentionné que vous aviez à l'occasion des appels des organisations policières pour que portiez assistance. Vous nous citer une ou deux exemples? Oui, absolument. Une organisation policière qui m'a demandé de faire de l'expertise sur des postes informatiques qui avaient été saisis. Il était en attente pour une expertise et à cause des disponibilités, les délais étaient assez longs. Fait que donc, et ça, c'est un dossier où est-ce qu'on avait fait une première analyse qui a fait en sorte que le service de police s'est impliqué au dossier. Je peux également, dans des contextes, il faut toujours que je fasse attention à mon obligation de réserve, puis le secret professionnel qui s'applique dans certains dossiers. Là. Mais on a aussi, dans un dossier, eu une demande pour une expertise sur la boîte noire d'un véhicule automobile pour une autre organisation policière qui voulait avoir une expertise au-delà de ce qu'un concessionnaire automobile peut faire. Parce que c'est souvent la solution de rechange, puis tout le monde va faire un peu la même chose. Ça va être la meilleure preuve possible au moment des faits. Fait que donc, il voulait avoir peut-être un peu plus d'informations. Donc, je comprends, c'est de l'assistance technique là, pour des besoins particuliers. Ça pourrait être en cybercriminalité, comptabilité, des choses comme ça. Là. Oui, on a fait enquête aussi pour des organisations policières, sur des membres des organisations policières qui avaient des allégués les concernant en matière de discipline interne. Ouais, au niveau du Code du travail, hein, c'est ça? Oui, en vertu du Code du travail ou des normes de comportement de l'organisation policière. Fait que oui. Permettez-vous, puisqu'il parle de discipline, oui, j'ai vu que vous étiez membre du comité de discipline Ville de Québec. Oui, j'ai été membre du comité de discipline de la Ville de Québec, oui. C'est-tu au niveau des employés civils ou au niveau des policiers? Policiers. OK. C'est bon, merci. C'est bon. Là, le temps file. On est sur la fin, M. Sarrazin. Vous proposez projet pilote, faire des démonstrations, un guide de travail, donc très pratico-pratique, démontrer les économies également. Je résume assez bien là, la démarche que vous proposez pour en venir à une définition des responsabilités, par exemple. Oui, tout à fait. Je pense que c'est la meilleure façon. Je sais que ce n'est pas une pratique qui est habituelle ou nécessairement à laquelle l'ensemble... Il y a beaucoup de gens en enquête qui sont habitués de le faire. Ça, je vous le dis maintenant, c'est beaucoup moins complexe que ça l'a déjà été. Mais pour l'amener, que ça soit régulier, que ça soit clair, que les limites des partages soient établies, c'est beaucoup plus facile. Je vous dirais que le premier modèle de ce genre-là que j'ai travaillé, c'était avec le SPCUM, où est-ce qu'on avait une entente quand on faisait des opérations en matière de drogue il y a 25 ans. Donc, ça a existé, ça n'a pas toujours été maintenu dans les organisations, mais je pense que c'est une des bonnes solutions d'avoir au moins partir de là et de voir une échelle de grandeur des économies que ça pourrait représenter pour les organisations. Bon, bien, excellent. Mais écoutez, c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires, mes collègues? Je vous regarde. Ça complète. Mais merci beaucoup, M. Sarrazin, de vous être prêté à l'exercice. Merci de votre contribution. Je pense que c'est assez copieux comme mémoire. Alors, merci d'avoir contribué à notre réflexion. Nous, évidemment, ça va nous aider à progresser dans le mandat que nous avons de la ministre de la Sécurité publique. Je vous remercie beaucoup, messieurs, madame. Merci. Merci, M. Sarrazin. Bonne fin de semaine. Merci. Bon week-end. Merci.